Effectivement, quand on voit la terre qui meurt, la terre qui est détruite, on ne peut pas rester insensible. Quand on voit les humains souffrir, on ne peut pas rester insensible. Et à la fois, on essaye de faire tout ce que nous pouvons pour essayer quand même de garder un peu de bonheur. Voilà, c'est quoi ça? Merci. Je vous donne peut-être un. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, en tant que maire de la Louvet, je suis très honoré de pouvoir accueillir ce soir Lydia et Claude Bourguignon et Pierre Rabhi. Alors, je tiens à préciser que tout ça, c'est possible, ça a été possible grâce à Lydia et Pierre Bourguignon, qui sont déjà venus ici l'année dernière, à l'abri du pèlerin, et c'est de là où est née cette idée de faire cette conférence cette année. Donc en tant que maire, je vais aussi remercier tous les gens qui sont impliqués pour mettre en place cette organisation. Donc il y a le comité des fêtes de la Louvet, il y a les producteurs bio qui ont organisé le marché ce matin, le comité des fêtes de la Louvet, je vais sûrement en oublier, les gens qui nous ont prêté cet immense chapiteau. La sonorisation donc, a été prêtée par le cinéma de Bourg-Argental, le cinéma Le Foyer, et tous les bénévoles anonymes qui ont participé pour que ça puisse bien se dérouler ce soir. Voilà. Alors, je ne vais pas en dire plus. Donc, on va vous expliquer un petit peu l'organisation de la conférence. Alors, juste avant, on vous expliquera comment se passeront les questions. Juste une chose, moi j'en ai une qu'on notera. Les conférenciers verront s'ils souhaitent ou non y répondre. La Louvet, c'est un village qui est situé à 1090 mètres d'altitude, dans un col, en limite est du Massif central. Et donc nous, la commune, depuis des années, on essaye de faire revenir des agriculteurs, de redévelopper l'agriculture. Et donc ma question, elle sera toute simple, elle sera en écho au titre de cette conférence. Quelle agriculture pour la Louvet? Voilà. Donc bonne soirée, bonne conférence. Je te laisse. Alors comment on va procéder? Donc Lydia, Claude, et puis on commence par Pierre, je crois, vont faire, donc on parlait pendant 40 minutes pour Pierre, Lydia, Claude, 40 minutes à peu près, d'accord? Au bout de 1h15, on va se faire circuler une boîte aux questions, d'accord? Alors on vous demande, excusez, il n'y a pas beaucoup de place, on s'excuse, la prochaine fois on prendra un chapiteau de 1000 personnes, de 1000 places, donc on vous donne rendez-vous, c'est très sérieux, rendez-vous le premier week-end du mois d'août. Et on essaiera de l'année prochaine, 2015. Voilà. Bonne soirée. Je dois commencer. Je suis très heureux d'être avec Claude et Lydia. Ah, on n'entend pas. Merci à ceux qui ont organisé donc cette manifestation. Merci à Lydia et Claude d'être
que nous puissions être ensemble, parce que nous menons à peu près les mêmes actions, chacun dans sa spécialité, dans ce qu'il peut faire. Ben, il aurait fallu que je fasse un stage avec Johnny Hallyday, mais bon, c'était trop cher. Demandez mon avant. D'accord. Mais voilà. Donc, vous avez entendu ce que j'ai dit? Ah bon? Donc, je recommence. Je remercie les organisateurs de cette manifestation et de nous avoir invités. Et je suis très heureux d'être avec Claude et Lydia. Nous menons à peu près les mêmes combats, si on peut appeler ça combat. C'est simplement le réajustement des choses vraies, des choses justes, les remettre à leur place. Et puis voilà, je vais essayer, si vous voulez, de faire l'appréciation que je dois faire. Et n'étant pas le grand spécialiste, par exemple, des sols, etc., je laisse évidemment cela à mes amis. Voilà. Donc, tout le monde sait que je suis, ou ne sait pas d'ailleurs, que je suis engagé depuis très très longtemps dans une forme, disons, de protestation. On peut appeler ça une protestation. Il est difficile d'admettre le monde tel qu'il est, le monde tel qu'il est organisé. Il est difficile d'admettre qu'une planète aussi belle devienne simplement un champ de bataille, au lieu d'apercevoir comme une véritable oasis, un miracle extraordinaire de la vie, et d'en prendre soin et d'y vivre et d'y instaurer la beauté, l'intelligence. Elle est déjà belle, de respecter au moins cette beauté et cette intelligence. Eh bien, malheureusement, nous n'apercevons plus comme cette oasis extraordinaire, mais comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser jusqu'au dernier poisson, jusqu'au dernier arbre. Et l'humanité est engagée dans un processus suicidaire sans même s'en rendre compte. Alors, le phénomène humain, si vous voulez, bon, la planète, nous venons d'écrire un ouvrage avec Jean-Marie Pelt sur comment la vie s'est instaurée sur la planète. Et finalement, ce qui apparaît, c'est que tout a coopéré. C'est-à-dire que c'était une coopération de tout le vivant, de tout le système vivant a coopéré. Chaque insecte, chaque mammifère, tout a coopéré pour que la vie advienne sur cette planète. Donc c'est une œuvre qui est fondée sur la réciprocité, sur la mise en commun de moyens, on pourrait dire, et l'associativité. Tout s'associe au fur et à mesure que ça se construit, ça devient associatif, et chaque élément est dépendant de l'autre élément, et donc chaque élément tâche de vivre lui-même et tâche de faire vivre aussi. Ça, c'est l'organisation qui s'est faite depuis longtemps. Alors, on a l'habitude de prendre comme ratio temporel de la vie de la planète à peu près, si on prend un ratio facile sur une journée, 24 heures. Mettons 24 heures sur les milliards qu'il a fallu, d'années qu'il a fallu. Sur ces 24 heures, nous serions le phénomène humain, c'est-à-dire celui que Teilhard de Chardin appelait le phénomène humain, par exemple, c'est-à-dire où l'être humain advient dans cette réalité-là. Eh bien, il s'agit de 2 minutes à peine sur 24 heures. Ce qui veut dire que nous sommes extrêmement récents dans cette réalité. Ce qui veut dire que la planète n'a pas eu besoin de nous et qu'elle a réalisé son œuvre. Maintenant, on a tendance à la personnaliser, c'est-à-dire qu'on parle de Gaïa, Moi, je suis pas loin de croire que c'est vraiment une personnalité. C'est quelque chose de vivant et donc c'est quelque chose qui n'est pas dénué d'une forme d'intelligence. Et cette intelligence, tout le monde peut constater cette intelligence, cet ordre qu'elle a su mettre pour sa propre perpétuation. Et dans cette perpétuation, on peut dire que c'est le système, la vie qui veut vivre. La vie veut vivre. Et c'est cette dynamique extraordinaire de la vie veut vivre qui en fait maintient la pérennité. Et arrive la catastrophe.
de la catastrophe, c'est l'être humain. Il arrive dans cette réalité et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il instaure ce qu'on appelle la dualité. On n'est plus dans la sociativité, on est dans la dualité. Cette dualité, évidemment, met en question tout le système qui a prévalu et qui était basé sur l'associativité et sur la coopération. Et le genre humain s'installe et cette dualité, à mon avis, elle est née du fait que nous, êtres humains, il y a quand même un scoop qui n'est pas facile à supporter, c'est que nous savons que nous allons mourir. Sachant que nous allons mourir, c'est quand même pas très confortable de le savoir. Et là, il n'y a pas de passe-droit. Vous pouvez aligner tous les milliards que vous voudrez, la mort n'est pas corruptible. Il n'y a pas de petits arrangements, etc. Je n'ai pas besoin de vous dire que nous sommes tous inscrits. Il n'y a pas besoin de se bousculer pour s'inscrire, et même on ne se bouscule pas du tout pour se faire inscrire. Voilà. Donc je pense que c'est mon interprétation, maintenant vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Vous pouvez la remettre en question. Moi je ne suis pas là pour vous dire voilà la vérité, je suis là pour vous dire voilà mon ressenti, après avoir vécu beaucoup de choses dans une aventure un peu paradoxale. J'ai essayé d'expliquer cette aventure par un ouvrage que j'avais écrit du Sahara au Cévennes, où j'ai essayé finalement d'expliquer cet itinéraire singulier et ce destin particulier de quelqu'un qui naît dans une culture traditionnelle et qui, en peu de temps, est confié, suite à la mort de sa mère, à des Européens vivant dans l'oasis où je suis né. Et pourquoi ces Européens étaient dans l'oasis? Eh bien, c'est parce que notre territoire recelait du charbon, de la houille, et qu'ils ont venu l'exploiter. Donc on se trouve tout d'un coup dans une logique qui n'était pas la mienne, la nôtre, avec les contradictions déjà que l'on pouvait considérer, voir. C'est que d'un côté il y avait la tradition et de l'autre côté la modernité. Et le monde moderne, c'est-à-dire cette modernité qui est née en Europe, a commencé par détruire en quelque sorte les fondements de l'Europe, puisque l'Europe, les voyageurs du XVIe, je me suis régalé à lire les voyageurs du XVI ou XVIIe siècle, ils vous disaient que quand on circulait en Europe, on passait d'une province à l'autre, il y avait, c'est-à-dire que les communautés humaines, là où elles vivaient, elles avaient une espèce d'effet de symbiose avec leur pays, c'est ce qui a multiplié les cultures. Il y avait des cultures européennes, il n'y avait pas qu'une seule, des cultures. Et ces cultures, évidemment, étaient manifestées par la façon, bien sûr, le langage, bien sûr, le vêtement, bien sûr, l'architecture, bien sûr, les coutumes, bien sûr, les contes, bien sûr, etc. Et chaque peuple était, en quelque sorte, caractérisé. Et est venue l'idéologie qui a dominé et qui, elle, a voulu absolument qu'il y ait une monoculture, c'est-à-dire une monoculture dominante et qui a nivelé tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, sauf les langues qui restent encore avec des différences et quelques reliquats d'un passé, ben aujourd'hui, vous savez, où que vous alliez, ben il y a à peu près le même comportement, les mêmes critères, les mêmes façons d'exister, et donc il y a une forme d'uniformisation. L'Europe, dans son histoire, n'aurait jamais pu survivre, évidemment, si elle n'avait pas été hégémonique, c'est-à-dire des peuples qui partaient conquérir la terre des autres. Il n'y a pas qu'eux qui l'ont fait, ça s'est fait dans l'histoire, et l'Europe l'a fait particulièrement, et c'est comme ça que, finalement, elle a diffusé cette monoculture. Et moi-même, je suis né donc dans la tradition, et quand je suis allé à l'école, donc j'étais dans cette tradition, et en même temps, suite à la mort, au décès de ma mère, mon père m'a confié, qui était un forgeron, un musicien, un poète, m'a confié à un couple de Français vivant dans le pays, venus pour l'exploitation du charbon. Et il m'a confié, partant de l'idée qu'ils allaient m'inculquer en quelque sorte
la culture dominante dans laquelle on ne pourra pas échapper. Donc il faut que mon fils ait les connaissances pour trouver sa place dans le monde nouveau. Et ce monde nouveau vient avec tous les bouleversements, vous imaginez. D'une part, le triomphe occidental, avec la culture occidentale triomphante, et tous les autres considérés comme des attardés. Et je me suis trouvé entre tradition et modernité. Avec cette contradiction, c'est que même dans le fait religieux, qui est extrêmement important, dans le Coran que j'apprenais à l'école coranique, Dieu est transcendant. Il n'a ni engendré ni été engendré. Et quand je me retrouve dans ma famille d'adoption, on me parle de fils de Dieu. Voilà. D'un côté, on me dit surtout, tu vis c'est les européens, mais ne touche pas ni au vin, ni au cochon. Et puis je passe de l'autre côté, ma mère est bourguignonne, vous imaginez. Et puis ensuite, on se régale avec du saucisson, du cochon, etc. Alors si je suis dingue, c'est pas pour rien. Donc quand vous démarrez comme ça dans cette contradiction, eh bien, vous vous dites, mais finalement, il a raison. Alors on se fustige de part et d'autre d'une façon souterraine. Mais il y a un peuple dominant. C'est le peuple qui occupe le territoire. Et le peuple qui occupe le territoire, c'est lui qui détermine la vie et l'organisation de la société. Alors, quand vous êtes dans cette situation-là, de savoir qui a raison, qui a tort, eh bien, vous allez vers les philosophes. J'ai donc beaucoup fréquenté les philosophes avec l'idée que peut-être ils vont pouvoir m'expliquer mais dans quel bazar nous sommes. Voilà. Et malheureusement, je trouve que les philosophes ne s'entendent pas non plus. Il n'y a pas une philosophie, il y a des philosophies. Et au bout d'un certain temps, je croise Socrate, et Socrate dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas ». Et moi, ça me convient totalement. Et là, tout le monde peut se l'appliquer. Il y a ce que nous savons, ce que nous pouvons appréhender avec notre imagination, avec la pensée. La pensée pensante peut, en quelque sorte, explorer un certain monde phénoménologique. Et puis après, vous constatez que cette même pensée est à l'origine de toutes les divisions. Des religions, par exemple, vous avez le monothéisme qui a donné le judaïsme, le christianisme et l'islam. Eh bien, on ne s'entend pas. À l'intérieur des mêmes religions monothéistes, on ne s'entend pas non plus. Et puis vous avez évidemment un fondement, si vous voulez, qui est monothéiste. D'abord, c'est un Dieu masculin. Il ne s'agit pas d'un Dieu féminin. Et dès qu'on évoque le féminin, c'est cette pauvre Ève qui a croqué la pomme et qui nous a foutus dans un bazar pas possible. Voilà. Et en plus, elle n'est que de la côte d'Adam. Hein, il faut pas... Voilà. Quand vous avez... Et tout est masculinisé, hein, toute la perception masculinisée sur une divinité masculine puissante. Et quand arrive le Christ, le Jésus, ce monsieur qui s'appelait Jésus, lui essaye d'inverser tout ça. C'est qu'il dit, mais finalement, toutes ces divisions, il n'y a qu'une seule valeur qui est capable de changer le monde et la société, les humains, c'est l'amour. Et même vos ennemis. Et à ce moment-là, vous reprenez l'évangile, et bien, la femme adultère, ben, celui qui n'a jamais commis, enfin, etc. Je n'ai pas besoin de vous dire tout ça. Ce qui veut dire simplement que dans le cours de l'histoire, on passe du paganisme, on passe à la religion monothéiste, et ensuite, le courant religieux endoctrine, chacun endoctrine à sa façon, et ces endoctrinements créent de la division, et nous sommes dans une dualité qui n'est pas réelle en termes matériels, et qu'on peut dire la dualité due au territoire, due au territoire insuffisant pour la vie des uns et des autres. Mais ça, les primitifs le savaient. Les primitifs, ils savaient que quand un territoire il peut nourrir X personnes, et qu'au-delà de ces X personnes, il faut essaimer, il faut partir ailleurs. Et c'est comme les abeilles, quoi. On essaime, mais on reste quand même reliés. Et les primitifs, eh bien, ils avaient pas de prétention à posséder, ils étaient tout contents. Enfin, ils étaient pleins de reconnaissance et d'égard à l'égard de ce qu'il leur est donné. Moi, dans ma chambre, je n'ai affiché qu'une seule chose,
c'est le discours du chef indien Seattle qui dit à qui le gouvernement américain veut acheter la terre et qui leur dit mais moi la terre ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons. Alors n'inversons pas les choses, voilà. Et donc à partir de ce moment-là, voilà la lucidité absolue. Et cette lucidité absolue aurait pu, si vous voulez, modifier le cours de l'histoire si le féminin à travers les femmes avait eu sa place dans la décision et l'orientation de l'histoire. L'histoire eût été autrement. Et tout cela, on est resté dans cette nébuleuse, disons, de quelque chose que l'on vit, mais qui n'a pas d'harmonie. Au contraire, l'harmonisation de l'humanité ne se fait pas. Et ainsi, on arrive à ces périodes maintenant où donc la culture dominante et fondamentale s'impose absolument partout. Et en s'imposant partout, elle détruit les cultures des autres pays. Et l'Occident apparaît, ou l'Europe apparaît comme le modèle triomphant. Seulement le modèle triomphant, seulement on occulte complètement que ce modèle triomphant, sans le dopage de ce qui vient des colonies, sans le dopage des ressources qu'on a drainées, sans que l'Europe ait pu soulager son propre territoire par les colonisations, elle n'aurait pas la même histoire du tout. Elle aurait été beaucoup plus attardée, si vous voulez, dans sa propre histoire. Alors voilà un quiproquo, un système. Ce système est censé être le meilleur, et ce système étant censé être le meilleur, doit s'imposer à l'ensemble des peuples, partout. Et aujourd'hui, on arrive donc à une civilisation. Est-ce qu'on peut parler du pétrolithique? Je ne sais pas si ça se dit pétrolithique, je ne sais rien. En tout cas, bon, moi j'appelle ça le pétrolithique, puisque je ne sais pas. Et ce pétrolithique, mais, il exacerbe en quelque sorte et donne à la créativité humaine, mais démiurgique, c'est-à-dire l'être humain se prend pour Dieu, se prend pour, disons, rentre dans le système prométhéen où l'être humain invente en se servant de la physique. Il invente, il passe symboliquement du cheval animal au cheval vapeur, et nous voilà plein d'orgueil sur le miracle qu'on est capable de faire avec la technologie, etc. Ce qui confirme évidemment le fait, au moins dans la psyché collective, que le modèle est le bon. C'est le bon modèle. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ça va être le bonheur, quoi. Ça va être le bonheur, on va éradiquer la maladie. Il y avait même des prétentions à dire un jour on éradiquera la mort elle-même, etc. Et ce modèle de société rentre, mais il rompt avec toute la culture agraire qui a eu lieu depuis les origines. Depuis la révolution néolithique, eh bien, l'être humain est devenu un cultivateur. Il a cultivé la terre, il avait un rapport avec la terre. Malheureusement, il n'a pas toujours été sage. C'est-à-dire qu'au moment le passage de chasseur, cueilleur, pêcheur à agriculteur, eh bien, ça a permis à l'être humain de dire je peux passer convention avec les forces de la vie, les mystères de la vie, et me nourrir en cultivant. Donc, on rentre dans une phase majeure dans l'évolution humaine. Seulement, le problème, c'est que ça n'a pas été que pour le meilleur. Il y a eu extension, agrandissement des parcelles, l'élevage excessif. Vous savez qu'il y a beaucoup de civilisations dont on admire aujourd'hui les vestiges, mais qui ont été des civilisations très destructrices. Je vous conseille de lire un ouvrage remarquable, vous connaissez peut-être celui d'Osborne, La planète au pillage. La planète au pillage explique parfaitement comment l'humanité a évolué sur cette terre par la destruction, déforestation, etc. Alors on admire des pyramides, etc., mais il ne faut pas oublier qu'autour d'eux, c'était des forêts, etc. Autre chose, ça a permis aussi le négatif. Le positif, ça a permis quand même à l'être humain de ne plus être dépendant du hasard de la nature, de l'aspect hasardeux, mais il peut maîtriser sa nourriture et stocker. Et le stockage, ça a été un pas en avant énorme. Je stocke, donc je suis tranquille, je dors tranquille, ma nourriture est déjà acquise, donc je dors tranquille.
Ce qui a eu l'avantage, évidemment, de libérer l'esprit de l'obsession de la survie. Donc je vaque à d'autres choses. C'est ce qu'il fait. Vous savez, quand on a faim, on philosophe pas trop. Hein. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, quand il y a pénurie dans les villes, tout le monde se souvient qu'il a un cousin à la campagne. Hein. Et le petit cousin qui n'a pas réussi, qui est resté, le pauvre, attaché à la terre, etc. Sauf que quand il n'y a plus rien à bouffer, bah, il devient essentiel. Voilà. C'est un peu ce que nous voulons dire par rapport à l'agriculture. Et donc vous arrivez à cette civilisation technico-scientifique. Et la grande modification, si vous voulez, dont on ne prend pas compte, c'est que dans la psyché humaine, il y a une modification du temps et de l'espace. Je ne pense pas que dans cette salle, quelqu'un soit venu en charrette. S'il y en a un, peut-être. Bon. Donc le temps et l'espace s'est modifié. Pour venir vous voir il y a 100 ans, il aurait fallu que je m'y prenne beaucoup plus tôt. Et là, en 2 heures, 3 heures, je suis là. Ce qui fait que cette modification de l'espace modifie le temps, et la modification du temps instaure un temps suractivé, et ce temps suractivé aboutit évidemment à la frénésie. C'est-à-dire que nous sommes dans un système frénétique. Alors, au lieu de se poser ce que ne permettait pas l'agriculture, parce que l'agriculture, moi j'ai mon jardin, j'aurais beau engueuler mes tomates, elles ne donneront pas les tomates avant que ça soit fait. Alors, il y a des artifices, bien sûr, on fait chauffer, etc. Mais dans la réalité, il y a une cadence de la vie, et cette cadence de la vie, c'est celle sur laquelle nous sommes, nous, réglés. Et on s'est déréglé par l'activité frénétique. Alors qu'est-ce que nous faisons? Au lieu de mettre en question la frénésie et dire c'est quand même pas normal de vivre sur ces cadences-là, eh bien on s'équipe pour supporter la frénésie, au lieu de la remettre en question. Donc on arrive à quelque chose qui est générateur des plus grandes, disons, stress, vous savez ce que c'est, etc. Et on aboutit à une civilisation qui finalement s'est complètement déconnectée avec les lois fondamentales de la vie. Et l'agriculture, je crois que mes amis vous expliqueront peut-être mieux que moi l'évolution de l'agriculture, qui est aboutie à une agriculture qui s'est inspirée non pas de la vie, mais de la technologie. Le transfert, disons, de l'esprit technologique dans la vie a donné l'agriculture actuelle. Et cette agriculture actuelle est en train de détruire la planète, c'est-à-dire toutes les terres dont on a besoin absolument pour la survie sont aujourd'hui en train d'être détruites dans le monde, sans compter tout le reste. Alors nous voici aujourd'hui dans un paradigme qui a été triomphant dans un certain temps. Vous savez, les 30 Glorieuses, ça a saoulé les gens, les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, c'était le moment où la machine économique fonctionnait à plein rendement. Sauf qu'on oubliait qu'elle fonctionnait à plein rendement parce qu'elle était dopée par le pétrole pas cher, vous savez, il y a eu le fameux choc pétrolier, etc. On a dit, bon, vous développez, mais nous, avec notre pétrole, enfin, vous voyez ce qui s'est passé, les matières premières, etc. Et tout ça, en quelque sorte, crée un choc et mis en évidence le fait que le modèle tel qu'il est n'est absolument pas généralisable sans dépôt de bilan planétaire. Alors imaginez que les pays émergents aujourd'hui, la Chine, tout ça, tout le monde se met à consommer comme nous. Mais où allons-nous trouver les ressources? Alors ce qu'on a complètement perdu de vue, c'est que nous sommes sur une planète qui est limitée elle-même. Bien sûr, il y a des choses qui se reproduisent et c'est magnifique. Et l'agriculture, c'est justement l'approche magnifique de la reproduction. Mais cette reproduction a été dénaturée par le fait qu'on a introduit dans le système vivant un ordre chimique, si vous voulez, de quelque chose qui est destructeur. Et on s'est installé donc dans cette logique-là, pas de problème, on produit, et seulement les sols, au lieu d'être des sols vivants, je vous expliquerai mieux que moi, sont devenus des substrats dans lesquels on met de la chimie pour que ça fonctionne. Sauf que cette inspiration industrielle, du point de vue mental, elle a reposé sur plusieurs choses, à mon avis. La relégation du paysan comme l'attardé. Le dernier des derniers, c'est le paysan. Dans cette culture actuelle moderne, si on est paysan, on est un pauvre type. Voilà. Le paysan se vit comme étant un attardé, veut psychologiquement se réhabiliter.
Et il devient un technicien de la terre. C'est-à-dire il devient un exploitant agricole et il renonce rapidement à son statut de paysan qui le dessert et qui le met au rang de l'attardé pour devenir le bon technicien avec son tracteur, enfin tout ce qu'il faut. Je suis dans le vent. Vous voyez, c'est ça. Je suis dans le vent, je ne suis pas le dernier des derniers. Et donc du coup, on rentre dans un processus qui malheureusement n'a pas été positif, loin de là, ni pour les paysans, ni pour l'agriculture, puisque l'industrialisation de l'agriculture s'est donnée comme principe l'efficacité, et cette efficacité qui est la productivité à tout prix, quelles que soient les méthodes, quels que soient les moyens, l'introduction évidemment de la chimie, et vous avez une nourriture aujourd'hui. Dans les pays que l'on considère comme des pays évolués, la nourriture qui est produite aujourd'hui par l'agriculture dite conventionnelle, bien avec cette agriculture et la nourriture qu'elle produit qui n'est pas vivante, quand on se met à table, plutôt de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance. Parce qu'en fait, elle véhicule des nuisances réelles. Nuisances réelles, c'est-à-dire que elle introduit dans l'organisme humain les nuisances qui entraînent l'humain lui-même, même avec son propre organisme, dans un processus de dégradation. Voilà, on a tout gagné, un processus de dégradation. Donc aujourd'hui, nous avons à peu près fait le diagnostic général de notre système. Il est en faillite à tous les plans, sur tous les plans. Plan humain, faillite. Plan écologique, faillite. Plan économique, faillite, parce que ce qu'on appelle l'économie n'est pas de l'économie. Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez gagner de l'argent en dormant, vous n'avez pas besoin de travailler. Donc on rentre dans la spéculation, mais on intègre dans la notion d'économie ce principe-là. Et puis on a érigé une idéologie qui aujourd'hui ravage la planète, c'est la croissance économique indéfinie. Et tous les politiques revendiquent la croissance, sauf que la planète est limitée et qu'on ne peut pas entraîner toute l'humanité dans ce toujours plus indéfini. Ce qui fait que cette option qui était censée donner du bonheur crée du stress et on crée un malheur intérieur, c'est-à-dire un mal-être profond intérieur, parce qu'on a l'impression que dans ces transgressions multiples que nous avons à l'égard de la vie, eh bien nous avons oublié que nous sommes nous-mêmes la vie. Il y a quelques jours, il y a une dame qui est venue faire un reportage sur l'eau. Voilà, elle vient pour parler de l'eau. Et je lui dis, madame, il y a 75% de flotte qui vous parle. Je suis de l'eau. On ne va pas chercher l'eau ailleurs, je suis déjà de l'eau. Donc on ne parle pas de quelque chose qui nous est étranger puisque nous sommes de l'eau. Notre constitution même est faite des éléments de la nature, nous sommes les enfants de la nature. Seulement tout l'arriéré, et là la Bible a une certaine responsabilité, où nous sommes installés, la nature et nous oublions que nous sommes la nature, nous sommes l'expression de la nature. Alors pourquoi la nature nous a-t-elle créés? C'est là la grosse question. Voilà, pourquoi? C'est rien. Elle était maso, quoi. Je sais pas. Créer une espèce qui va vraiment la massacrer, la détruire, etc. Donc là, grande question. Et ensuite se pose la question sur finalement la finalité de l'être humain. Quelle est la finalité de l'être humain sur cette planète? Moi j'ai mon sentiment là-dessus. Et quel va être demain? Demain c'est quoi aujourd'hui? Puisque le modèle sur lequel on a construit l'existence globale de l'humanité est aujourd'hui en faillite. Par quoi le remplacer? Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, le politique, je ne dis pas les politiques, je ne veux pas accuser qui que ce soit, mais la politique telle qu'elle fonctionne, on a l'impression qu'elle fait de l'acharnement thérapeutique sur un modèle moribond. C'est-à-dire, on perfusionne, on essaie de maintenir, etc. Mais le modèle est mort. Le modèle est inadéquat, il est donc mort. Alors,
le problème c'est qu'on ne veut pas reconnaître qu'il est agonisant et qu'il est en train de mourir. Et que plutôt que de nous faire croire qu'on va le ressusciter, qu'on va le perfusionner, qu'il va se réactiver, il vaudrait mieux dire, ben, ce modèle-là est fini, il faut passer maintenant à autre chose. Voilà. Alors cette autre chose se fait quand même spontanément dans la société civile. Moi, c'est ce qui m'enchante, c'est que je vois dans la société civile des tas de gens inventés, qui fait l'agriculture autrement, qui éduque autrement, qui construit sa maison, les problèmes de l'énergie, tout est repris pour essayer d'anticiper sur les nécessités de demain. Et ça, c'est vrai. Mes conférences me mettent en présence, et même en-delà de mes conférences, de gens qui, partout dans la société civile, plutôt que de s'installer dans le modèle et de dire « il n'y a rien d'autre », commencent à imaginer, et imaginent, et même incarnent des idées qui sont des idées qui nous seront absolument indispensables pour le futur. Ça, c'est un peu ce qui m'encourage le plus et qui maintient le fait que pendant que le modèle se détruit, il y a une résurrection, mais qui se fait non pas sur le modèle, puisqu'il faut y renoncer. J'étais parmi ceux qui ont parlé de la décroissance, mais revoir le modèle de société. Non pas, j'ai écrit un bouquin sur la sobriété heureuse, qui se vend bien. Voilà, donc je me suis dit, tout le monde va me le renvoyer à la figure, dire comment. Et puis, sur le fait que quand je vais par exemple dans un pays étranger pauvre, je vois les gens heureux. Et quand je viens dans un pays où tout le monde devrait être heureux, ben, c'est pas heureux. Et quand on regarde les statistiques de la consommation des anxiolytiques, on se rend compte que nous avons un bonheur factice. C'est-à-dire que ce bonheur, il est fabriqué, il est factice, il n'est pas ancré dans la réalité. Et je rencontre de plus en plus même des chefs d'entreprise qui disent « gagner de l'argent, je sais faire ». C'est un de mes amis, quand on a créé les Amanas, c'était ça. Gagner de l'argent, je sais faire, mais je suis pas heureux. Donc disons, la revendication du bonheur, maintenant, s'active de plus en plus, puisque on sort de l'illusion selon laquelle le système va nous donner le bonheur. Donc il n'y est pas. Et ça, dans la psyché collective, ça me paraît très intéressant en termes de comment aller vers une alternative, non pas seulement une alternative technique ou même écologique, mais une alternative humaine qui pourrait se mettre en route. Il suffirait maintenant de changer l'éducation des enfants. Pourquoi compétition? Pourquoi le meilleur, le machin, etc. C'est stupide. Pourquoi pas coopération? Pourquoi pas la reconnaissance aussi des féminins? Parce que le féminin est subordonné au masculin, partout. Et reconnaître que le féminin est une énergie, je peux vous dire qu'au Sahel, j'ai travaillé au Sahel, s'il n'y avait pas les femmes, c'est le dépôt de bilan général. C'est elles qui maintenaient les structures sociales, qui maintenaient la vie, etc. Donc ça, il y a une tare très importante à ce niveau-là. L'éducation des enfants, plutôt coopération et non pas compétitivité. Et ça prépare un enfant solidaire et non pas un enfant compétitif. Et on a besoin de la solidarité comme vraiment force de continuité de notre existence. Incarner les utopies, bien sûr, il faut incarner les utopies. Bien sûr, l'agriculture, qui est fondamentale. Aujourd'hui, aujourd'hui, et je pense que mes amis le diront mieux que moi, je suis intimement persuadé que nous sommes en train de préparer une pénurie alimentaire mondiale sans précédent. Quand vous citez tous les défaillances, vous savez que 60% des semences ont disparu, etc., les OGM, etc. Donc nous sommes dans une transition qui est une transition absolument décisive et il est temps d'être intelligent parce que nous ne le sommes pas. C'est pas vrai. Si des extraterrestres nous observaient, je dirais, mais vraiment, ils ne comprennent pas ces gens-là. Ils passent leur temps à s'entrégorger, enfin tout ce qu'ils veulent. Il n'y a qu'à regarder les informations. Ils détruisent la vie à laquelle ils doivent la vie, etc. Donc nous ne sommes pas dans l'intelligence, parce qu'on a confondu intelligence et aptitude. Le cerveau peut avoir des aptitudes énormes, mais peut être complètement stupide. Mais il peut avoir des aptitudes
C'est pas la même chose que l'intelligence. Et l'intelligence, moi j'ai essayé de réfléchir, mais qu'est-ce que c'est finalement l'intelligence? Ben, c'est la lumière, c'est la lucidité. Mais d'où vient-elle cette intelligence? Elle est déjà dans la nature. Quand je vois ce que la nature fait et la sagesse qu'elle... Je ne veux pas dire que la nature va devenir le gourou qui va nous... Non, c'est cette attention qu'on a, ne serait-ce qu'à notre propre corps, voir combien il est intelligent. Bon, il est en train de digérer mon thé et mon petit truc de tout à l'heure. J'ai pas besoin de régler quoi que ce soit, ça se fait tout seul. Et donc il y a une intelligence de la circulation du sang, de la respiration, etc. Donc l'intelligence est omniprésente. Alors ce qu'on a voulu dire, c'est l'intelligence de la pensée, mais la pensée est limitée. Et comme la pensée est limitée, forcément, elle nous maintient dans un champ limité, puisqu'elle ne peut pas faire plus que ce qu'elle peut. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui transcende. Quand j'avais fait une émission avec Michel Onfray, que j'aime beaucoup, et il n'y a aucun problème, nous sommes arrivés simplement à une impasse, c'est que moi je lui ai dit, il y a des moments où la pensée ne peut plus du tout nous donner de réponse parce qu'elle arrive à ses propres limites, et à ce moment-là, moi je m'en remets au divin, c'est-à-dire je m'en remets à l'indicible, ce que je ne peux pas exprimer, mais qui est néanmoins présent quelque part. Bon, c'est quelque chose qu'il ne partage pas du tout avec moi, et il reste dans l'idée que la pensée est capable de tout explorer. Ça n'est pas vrai, c'est très limité. Donc aujourd'hui, il y a tous ces éléments-là, et le choix de la puissance de la modération s'impose absolument, en termes d'approche politique. J'étais dans la décroissance, et maintenant je présente la puissance de la modération comme élément antidote de la croissance économique. C'est très puissant la modération. Et c'est ça la vraie puissance. C'est la modération, c'est pas le toujours plus indéfini qui vous dit toujours, voilà, il y a toujours la manipulation de l'être humain. Et cette manipulation part du principe, évidemment, il y a des grands psychologues qui manipulent l'être humain, part du principe de nous faire croire que nous sommes dans la pénurie permanente, alors que nous sommes dans la surabondance. C'est, ah bon, il vous manque ça, il vous manque ça, il vous manque ça. C'est quand même terrible. Et cet être humain insatiable, c'est-à-dire la machine insatiable qui est entretenue par la publicité et qui donne l'impression à l'être humain qu'il est toujours en manque. C'est-à-dire qu'on met en valeur le manque et non pas l'acquis. Ce qui fait qu'on est piégé par cela. Et c'est pour ça que je suis un fervent de la joie que l'on peut trouver dans la simplicité. Voilà, c'est un peu ça. Autre chose, je ne sais plus si je suis dans mon temps, je suis tellement bavard que il faut que j'arrête là. Oui, mais quand vous mettez en route, le problème c'est qu'il n'y a pas de bouton, il n'y a rien pour arrêter. Donc je conclus. Et je conclus souvent par cette comment dire, cette anecdote vraie, parce qu'elle me paraît très significative de finalement la problématique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il se trouve que je vis à Montchamp avec ma famille depuis à peu près 1962. On a acquis une ferme, on y vit toujours, on a élevé nos 5 enfants, etc. Bon, cette ferme, elle est encore vivante, alors qu'on nous prédisait les pires malheurs. Et puis, tout au début, il fallait se chauffer, quoi, parce qu'on n'avait pas de sous, acheter du mazout, on n'avait pas le centime, on était pauvres. Heureusement pour nous, on avait une petite forêt dans laquelle on pouvait prélever du bois. Et alors, à l'époque, il n'y avait pas de tronçonneuse, il n'y a pas de ceci, cela. Donc, du coup, c'était très pénible. Et un jour, je suis au marché de Joyeuse, et il y a une table à côté, quelqu'un qui dit, je dois couper mon bois, je suis tout seul, etc. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, je m'approche de lui et je lui dis, eh ben, moi aussi, parce qu'on ne pourrait pas s'allier. On passe immédiatement le contrat, il vient m'aider à couper mon bois pendant une semaine, et je vais l'aider pendant une semaine. Et une soirée absolument mémorable, on a travaillé toute la journée, c'est sans tronçonneuse parce que ça n'existait pas, ou je sais pas, on n'avait peut-être pas les moyens d'en acheter, avec les oiseaux qui chantent, c'était l'automne un peu profond, et puis fini la journée avec un panorama coucher de soleil absolument exceptionnel,
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Magnifique. Un soleil rouge qui descend de l'horizon, et il se trouve que sur ce panorama se découpait un arbre. Un arbre avec ses ramures, il était déjà dénudé, et voir cette espèce de dentelle qui est dans ce panorama, ça ajoutait une beauté extraordinaire. Et j'étais comme en extase, que c'est beau, cet arbre, c'est beau. Et mon ami est en train de rassembler les outils, il est intrigué, il me regarde, il dit qu'est-ce qu'il fait? Alors lui s'approche de moi, je le prends par la main, et je lui dis, regarde. Il me dit, il y a au moins 10 terres. Voilà. Alors, je finis là-dessus, parce que c'est la question fondamentale. On ne peut pas vivre que de pratico-pratique. On a besoin de beauté. Et on relègue tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut reconquérir cette beauté, il faut reconquérir ce qui nourrit notre intériorité, notre âme, notre conscience, parce que sinon, nous sommes déjà des robots. Voilà. Alors, il faut sortir de cet état. Merci. Merci.